Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorants des causes qui les déterminent. Baruch Spinoza. Il y a un sentiment que beaucoup de gens connaissent, mais qu'ils n'osent pas toujours formuler clairement. Celui d'être enfermé dans sa propre vie. Tu réfléchis, tu prends des décisions, tu fais des efforts, parfois même de grands efforts, et pourtant tu as l'impression que quelque chose t'échappe. Comme si, malgré toute ta volonté, tu suivais un chemin déjà tracé. Tu avances, mais pas toujours là où tu pensais aller. Et tôt ou tard, souvent dans le silence de la nuit, une question apparaît, simple et lourde à la fois. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à changer ? À cette question, le monde moderne a une réponse toute prête, une réponse rassurante en apparence. On te dit que tout dépend de toi, que c'est une question de volonté, de discipline, de choix, que tu es libre, profondément libre, et que si quelque chose ne fonctionne pas dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore fait le bon choix ou que tu n'as pas assez voulu. Cette idée est répétée partout, dans les livres de développement personnel, dans les discours motivants, dans les conversations ordinaires. Elle semble logique, presque évidente, et pourtant, elle laisse derrière elle une trace silencieuse, la culpabilité. Car si tu es totalement libre, alors chaque échec devient une faute personnelle, chaque blocage une faiblesse, chaque souffrance une erreur de ta part. C'est précisément là que la pensée de Spinoza commence, et c'est aussi là qu'elle dérange. Spinoza ne regarde pas l'être humain comme un juge moral, ni comme un coach. Il l'observe comme on observe un phénomène de la nature, avec distance, avec précision, sans chercher à flatter ou à condamner. Pour lui, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Il n'est pas séparé du monde. Il en fait partie, entièrement. Tu ressens un désir, ce désir vient d'une émotion, cette émotion vient d'une cause antérieure, et cette cause elle-même vient d'une autre. À aucun moment, il n'y a un instant magique où l'homme s'extrait de cette chaîne pour décider librement, comme s'il flottait au-dessus de la réalité. Ce que tu appelles un choix est souvent le dernier maillon visible d'une longue chaîne invisible. Cette idée provoque immédiatement une résistance. Dire que la liberté n'existe pas semble dangereux, presque immoral. On a peur que cela mène à la passivité, à l'abandon, à l'irresponsabilité. Mais Spinoza ne supprime pas la responsabilité. Il supprime quelque chose d'autre, de beaucoup plus lourd. La culpabilité inutile. Il ne dit pas que tu n'es responsable de rien. Il dit que tu ne peux pas comprendre ta vie tant que tu crois agir sans cause. Et tant que tu crois cela, tu te bats contre toi-même. Le malentendu fondamental vient de la manière dont on définit la liberté. On l'imagine comme l'absence de contraintes, comme la possibilité de faire ce que l'on veut. Mais faire ce que l'on veut, par rapport à quoi ? Par rapport à ton corps ? À ton passé ? À ton environnement ? À tes émotions ? À ton cerveau ? Tu n'es pas une île, tu es un nœud dans un réseau de causes. Penser que tu pourrais agir comme si ce réseau n'existait pas, c'est comme reprocher à une vague de ne pas aller dans l'autre sens. Et c'est ici que quelque chose d'étrange se produit, car loin de t'écraser, cette idée peut te soulager. Si tu te sens souvent épuisé, ce n'est peut-être pas parce que tu es faible. Si tu répètes les mêmes schémas, ce n'est peut-être pas par manque de volonté. Si certaines peurs reviennent sans cesse, ce n'est peut-être pas parce que tu penses mal. C'est peut-être simplement parce que tu ignores encore les causes qui te traversent. Pour Spinoza,
Cela n'est pas une faute, c'est un état naturel. La liberté, pour lui, n'est pas l'absence de cause. La liberté, c'est la compréhension des causes. Un être n'est pas libre parce qu'il fait ce qu'il veut. Il est plus libre lorsqu'il comprend pourquoi il fait ce qu'il fait. Ce n'est pas une liberté héroïque, ce n'est pas une promesse de bonheur permanent. C'est une liberté calme, presque silencieuse, qui ne te demande pas d'être parfait, mais simplement de voir plus clair. À ce stade, une question surgit presque toujours, peut-être même en toi, en ce moment. Si tout est déterminé, alors à quoi bon essayer ? Si tout suit une chaîne de causes, où est l'espace pour agir ? Cette question est légitime, mais elle repose encore sur une confusion profonde. Et c'est précisément cette confusion que nous allons commencer à dissiper dans la suite. Si tout est déterminé, pourquoi agir ? Pourquoi faire des efforts ? Pourquoi tenter de changer quoi que ce soit si tout suit déjà une chaîne de causes ? Cette question apparaît presque toujours après la première idée de Spinoza, et elle semble logique. Elle donne l'impression que le déterminisme mène nécessairement à l'immobilité, à une forme de résignation froide. Mais cette impression vient d'une confusion très précise et profondément moderne. L'idée que l'action n'existe que là où il y a un libre arbitre absolu. Spinoza refuse cette opposition. Pour lui, agir et être déterminé ne sont pas des contraires. Ils sont inséparables. La passivité chez Spinoza n'a rien à voir avec le fait d'être déterminé. Elle a à voir avec le fait d'être déterminé par des causes que l'on ne comprend pas. Il y a une différence fondamentale entre être entraîné et être actif. Un objet est entraîné. Un être humain peut être actif, même dans un monde entièrement déterminé. Ce qui change, ce n'est pas l'existence des causes, mais leur statut. Tant que tu ignores ce qui te meut, tu subis. Dès que tu comprends ce qui te meut, tu commences à agir. C'est ici que Spinoza introduit une distinction essentielle, mais rarement expliquée clairement. Il distingue les affects passifs et les affects actifs. Un affect passif est une émotion que tu ressens sans en comprendre l'origine réelle. Elle te traverse, te modifie, te pousse à agir ou à ne pas agir, sans que tu saches vraiment pourquoi. La peur, la jalousie, la honte, la colère soudaine fonctionnent souvent ainsi. Elles donnent l'impression d'être personnelles, intimes, presque mystérieuses. Mais pour Spinoza, elles sont avant tout des effets de causes extérieures que ton esprit n'a pas encore intégrées. Un affect actif, au contraire, n'est pas une émotion supprimée ou contrôlée par la force. C'est une émotion comprise. Comprendre ne signifie pas justifier ni excuser. Comprendre signifie voir la chaîne des causes qui ont rendu cette émotion nécessaire. À partir de là, quelque chose change subtilement. L'émotion ne disparaît pas toujours, mais elle perd son pouvoir de domination. Elle cesse d'être un ordre silencieux auquel tu obéis sans le savoir. C'est pour cette raison que Spinoza ne méprise pas les émotions. Il ne cherche pas à les éradiquer. Il ne te demande pas d'être froid ou détaché. Il te demande autre chose, de beaucoup plus exigeant. Remplacer l'ignorance par la clarté. Et cette clarté n'est pas morale. Elle est presque mécanique. Comme comprendre le fonctionnement d'un moteur. Tant que tu ne sais pas comment il fonctionne, il te semble capricieux. Dès que tu comprends ses lois,
tu peux agir avec précision. Dans la vie moderne, cette confusion est partout. On parle de manque de motivation, de faiblesse de caractère, de procrastination, comme s'il s'agissait de défauts moraux. Spinoza verrait plutôt là des déséquilibres de cause. Un corps fatigué, un esprit saturé, des désirs contradictoires, des peurs accumulées. Et tant que ces causes restent floues, on s'accuse soi-même. On lutte contre des symptômes au lieu de comprendre leur origine. Il y a une idée particulièrement violente que Spinoza démonte sans ménagement, celle selon laquelle l'homme serait un empire dans un empire, un être capable de s'arracher aux lois de la nature par la seule force de sa volonté. Cette idée flatte l'orgueil humain, mais elle produit aussi une immense frustration, car personne n'y arrive vraiment. Et plus on y croit, plus on se sent coupable d'échouer. Spinoza propose un déplacement radical. Il ne te demande pas d'être au-dessus de la nature, mais d'y être pleinement inscrit. Tu ne deviens pas actif en niant ce qui te détermine, mais en l'intégrant. L'action véritable n'est pas un miracle intérieur, c'est une continuité consciente. Tu fais partie du monde et c'est précisément pour cela que tu peux agir sur lui, à condition d'en comprendre les lois. C'est aussi pour cela que la connaissance occupe une place centrale dans sa philosophie. Pas la connaissance abstraite, ni l'accumulation d'informations, mais la connaissance de soi comme être naturel. Comprendre ses désirs, ses peurs, ses réactions, non pas pour les juger, mais pour les situer. Plus tu comprends, moins tu subis. Pas parce que tu deviens tout-puissant, mais parce que tu deviens cohérent. À ce point du raisonnement, quelque chose commence à se fissurer. Une idée profondément ancrée, celle que l'effort doit être douloureux, violent, presque héroïque. Spinoza suggère l'inverse. L'effort véritable n'est pas une lutte contre soi, mais une mise en accord. Et cette idée prépare un concept central que nous n'avons pas encore nommé, mais qui explique pourquoi tu continues à avancer, même quand tu dis que tu n'en as plus la force. C'est ce concept que nous allons explorer ensuite. Il est simple, presque évident, et pourtant il structure toute la vie humaine. Spinoza lui donne un nom précis. Et une fois que tu le vois, beaucoup de choses prennent un sens nouveau. Il y a un mot que Spinoza utilise pour désigner ce qui traverse toute chose vivante, un mot simple, presque discret, mais d'une puissance redoutable. Il l'appelle conatus. Ce terme désigne l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Dit autrement, tout ce qui existe tend naturellement à continuer d'exister, à maintenir et à augmenter sa puissance d'être. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un idéal moral, ce n'est pas un projet conscient. C'est une loi fondamentale de la nature. Et l'être humain n'y échappe pas. Ce point est crucial, surtout à une époque où beaucoup de gens disent ne plus avoir envie de rien, ne plus trouver de sens, se sentir vide ou épuisé. Spinoza ne répondrait pas à cela en parlant de motivation ou de but à retrouver. Il dirait quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Même lorsque tu dis que tu n'as plus envie de vivre comme avant, même lorsque tu te sens vidé, ton conatus est toujours là. Il ne disparaît pas. Il change de forme. L'apathie elle-même est encore une manière de persévérer, souvent en mode défensif, en réduisant l'exposition au monde pour éviter de perdre encore plus de puissance. C'est pour cette raison que Spinoza ne considère jamais le désir comme un ennemi.
Le désir n'est pas un manque à combler, comme on le dit souvent. Le désir est l'expression directe du conatus. Ce que tu appelles tes désirs, tes envies, même confuses ou contradictoires, sont des tentatives de ton être pour se maintenir et s'augmenter dans un environnement donné. Lorsque ces tentatives échouent ou se heurtent à des forces plus grandes, elles se transforment en tristesse, en frustration, en fatigue. La modernité complique encore ce mécanisme. Nous vivons dans un monde saturé de sollicitations, de comparaisons, d'exigences. Chaque jour, ton conatus est exposé à des milliers de microchocs. Informations, attentes sociales, pressions économiques, images idéalisées des autres. Beaucoup de ces forces diminuent ta puissance au lieu de l'augmenter. Et pourtant, on te demande de rester performant, motivé, enthousiaste. Le résultat est souvent un conflit interne permanent. Ton être cherche à se préserver, mais l'environnement dans lequel tu évolues l'épuise. Spinoza offre ici une grille de lecture étonnamment actuelle. Il ne te demande pas de te dépasser sans cesse. Il te demande de comprendre ce qui, concrètement, augmente ou diminue ta puissance d'exister. La joie, chez lui, n'est pas une émotion vague ou euphorique. C'est un passage vers une plus grande perfection, c'est-à-dire vers une plus grande capacité à agir. La tristesse, au contraire, est un passage vers une moindre perfection, une diminution de cette capacité. Ce ne sont pas des jugements moraux, ce sont des descriptions. Cela change radicalement la manière dont on regarde sa propre vie. Si quelque chose te rend systématiquement triste, anxieux ou vidé, Spinoza ne dirait pas que tu manques de gratitude ou de discipline. Il dirait que cette chose diminue ta puissance. Et persister à t'y exposer sans la comprendre revient à affaiblir ton conatus. Inversement, ce qui te rend plus clair, plus stable, plus cohérent avec toi-même, même sans euphorie, augmente ta puissance et soutient ton effort d'exister. C'est ici que la morale traditionnelle vacille. Le bien et le mal, chez Spinoza, ne sont pas des catégories absolues. Le bien est ce qui augmente ta puissance d'agir. Le mal est ce qui la diminue. Ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour un autre, car les rapports de force ne sont pas les mêmes. Cette vision est dérangeante, car elle te retire des règles toutes faites. Elle te place face à une responsabilité plus subtile. Observer honnêtement les effets des choses sur toi. Le problème, c'est que nous sommes souvent aveugles à ces effets. Nous désirons ce qui nous affaiblit, parce que nous associons ce désir à des images, à des promesses, à des normes sociales. Nous évitons ce qui pourrait nous renforcer, parce que cela ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons du succès ou du bonheur. Spinoza appellerait cela une connaissance inadéquate, une compréhension partielle, confuse, des causes qui nous déterminent. Comprendre le conatus, ce n'est pas se donner un nouveau slogan pour tenir bon. C'est apprendre à lire les mouvements fondamentaux de sa propre existence. Pourquoi certaines relations t'épuisent-elles ? Pourquoi certains environnements te ferment-ils ? Pourquoi certaines activités te donnent-elles une sensation de calme et de solidité, même sans excitation ? Ces questions ne relèvent pas de la psychologie superficielle. Elles touchent à la structure même de ton être dans le monde. À ce stade, une idée commence à émerger, lentement. Peut-être que le problème n'est pas que tu n'as pas assez de volonté. Peut-être que le problème est que tu dépenses ton énergie à lutter contre ce que tu es, au lieu de comprendre comment tu fonctionnes. Spinoza ne te promet pas une transformation spectaculaire. Il te propose quelque chose de plus discret, mais plus stable. Une augmentation progressive de ta puissance
par la connaissance et par l'accord avec ta nature. Mais une question reste ouverte, et elle est essentielle. Si tout est question de puissance, de force, de rapport, que deviennent alors les émotions qui nous traversent sans prévenir? La peur, la colère, la jalousie, la tristesse profonde. Sont-elles seulement des obstacles ou ont-elles, elles aussi, une place précise dans cette mécanique? C'est ce que nous allons éclairer ensuite. À partir du moment où Spinoza introduit les affects, quelque chose change profondément dans la manière de comprendre les émotions humaines. Elles ne sont plus des ennemis à combattre, ni des faiblesses à corriger, ni même des messages mystérieux venus de l'intérieur. Elles deviennent des phénomènes précis, inscrits dans un réseau de causes, exactement comme tout le reste. La peur, la colère, la jalousie, la tristesse ne tombent pas du ciel. Elles surgissent lorsqu'un changement extérieur modifie ta puissance d'agir, soit en l'augmentant, soit en la diminuant. Là où la plupart des approches modernes te disent de gérer, contrôler ou transformer tes émotions, Spinoza fait un pas de côté radical. Il ne te demande pas de les combattre, il te demande de les comprendre. Et cette compréhension n'est pas thérapeutique au sens sentimental du terme, elle est structurale. Une émotion cesse d'être toute puissante non pas parce que tu la réprimes, mais parce que tu vois clairement pourquoi elle est là. Prenons l'anxiété par exemple. Elle est aujourd'hui presque universelle. Beaucoup de gens la vivent comme un défaut personnel, comme une faiblesse intérieure. Spinoza y verrait autre chose, une tristesse accompagnée de l'idée d'une cause future incertaine. Autrement dit, une diminution de puissance liée à l'anticipation. Ton esprit se projette, imagine des scénarios, et ton corps réagit comme si ces scénarios étaient déjà réels. L'anxiété n'est pas irrationnelle, elle est cohérente avec les informations, réelles ou supposées, que ton esprit traite. Le problème n'est donc pas que tu ressens de l'anxiété, le problème est que tu la subis sans comprendre ce qui la nourrit. Et tant que cette compréhension manque, l'émotion reste passive. Elle te traverse, elle te pousse à éviter, à contrôler, à te replier. C'est ainsi que beaucoup de vies se rétrécissent progressivement, non par manque de courage, mais par accumulation d'affects mal compris. Spinoza insiste sur un point fondamental. Une émotion comprise cesse d'être purement passive. Elle ne disparaît pas toujours, mais elle change de statut. Elle devient active. Cela signifie qu'elle n'est plus seulement un effet, mais qu'elle s'intègre dans une vision plus large de toi-même et du monde. Tu n'es plus simplement celui à qui l'émotion arrive, tu deviens celui qui sait pourquoi elle arrive. Et cette différence est décisive. La comparaison sociale est un autre terrain où cette mécanique est visible. Lorsque tu te compares aux autres et que tu te sens inférieur, ce que tu ressens n'est pas une vérité sur ta valeur. C'est une tristesse née d'une idée inadéquate, l'idée que la puissance de l'autre diminue la tienne. Pour Spinoza, c'est une erreur de perspective. La puissance n'est pas un gâteau que l'on se partage. Mais tant que cette idée reste floue, la comparaison devient un poison lent, amplifié aujourd'hui par les réseaux sociaux et l'exposition permanente aux réussites des autres. Le désir de contrôle fonctionne de la même manière. Vouloir tout maîtriser est souvent une réponse affective à une diminution de puissance. Lorsque le monde te semble imprévisible, ton esprit cherche à rétablir une forme de sécurité en imposant des règles, des routines, des certitudes. Mais ce contrôle excessif finit par produire l'effet inverse.
il te coupe de la réalité mouvante et augmente la tension intérieure. Spinoza verrait là encore une réaction compréhensible, mais inefficace, tant que ses causes profondes ne sont pas éclairées. Ce que Spinoza propose est exigeant, car il ne flatte aucune illusion. Il ne promet pas la disparition des émotions difficiles. Il promet quelque chose de plus rare, une transformation de ton rapport à elle. Comprendre une émotion, c'est la replacer dans l'ordre nécessaire des choses. C'est cesser de la vivre comme une anomalie personnelle. Et ce déplacement produit souvent un apaisement plus profond que n'importe quelle technique de contrôle. À ce stade, une tension apparaît naturellement. Si tout est déterminé, si les émotions suivent des lois, si la puissance augmente ou diminue selon des causes précises, alors quel est le point d'équilibre? Où mène ce chemin de compréhension? Spinoza ne s'arrête pas à l'analyse. Il décrit un état possible, rare, mais réel, où l'esprit cesse de lutter contre le monde tel qu'il est. Il donne un nom à cet état, et ce nom est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de résignation, il ne s'agit pas de froide indifférence. Il s'agit d'une forme de joie particulière, stable, qui ne dépend plus des circonstances immédiates. Une joie qui naît non pas de ce que le monde te donne, mais de la manière dont tu le comprends. C'est vers cet état que nous allons maintenant nous diriger. Spinoza appelle cet état l'amour intellectuel. Le mot peut surprendre, voire déranger. On imagine quelque chose de mystique, de sentimental, presque religieux. Mais ce n'est rien de tout cela. L'amour intellectuel dont parle Spinoza n'est pas une émotion au sens ordinaire. Ce n'est pas un attachement, ce n'est pas une exaltation. C'est une forme de joie calme, née de la compréhension profonde de la nécessité des choses. Une joie qui apparaît lorsque l'esprit cesse de se débattre contre la réalité et commence à la voir telle qu'elle est. Comprendre le monde, pour Spinoza, ce n'est pas le justifier moralement. Ce n'est pas dire que tout est bien, ni que tout doit être accepté avec le sourire. C'est reconnaître que tout ce qui arrive suit des lois, des causes, des enchaînements, et que se révolter contre cette structure intérieurement ne fait qu'ajouter de la souffrance à ce qui existe déjà. L'amour intellectuel n'est pas une soumission, c'est une lucidité sans colère. À ce stade, quelque chose de subtil se produit. Les événements extérieurs continuent d'arriver. Les pertes, les frustrations, les incertitudes ne disparaissent pas. Mais ils ne sont plus vécus comme des injustices personnelles. Ils deviennent des modifications de l'ordre du monde auxquelles ton esprit peut répondre avec plus de cohérence. Ce n'est pas que tu ne souffres plus jamais, c'est que la souffrance cesse d'être totale. Elle ne définit plus tout ton rapport à l'existence. Spinoza est très clair sur ce point. L'homme libre n'est pas celui qui échappe aux affects, mais celui qui les comprend suffisamment pour ne plus être entièrement dominé par eux. Cette liberté est rare, progressive, jamais absolue. Elle ne fait pas de toi un sage isolé du monde. Elle fait de toi quelqu'un qui vit dans le monde sans se perdre constamment contre lui. C'est peut-être ici que la pensée de Spinoza est la plus dérangeante pour notre époque. Elle ne te promet pas un avenir meilleur. Elle ne te vend pas une transformation spectaculaire. Elle ne te dit pas que tout ira bien. Elle te propose autre chose, de beaucoup plus discret. Une diminution durable de la confusion intérieure. Une clarté qui n'a pas besoin d'espoir excessif pour exister. Lorsque tu comprends que tu fais partie d'un tout, que tes désirs, tes peurs, tes joies et tes tristesses sont des expressions de la nature elle-même, quelque chose se détend. Tu n'as plus besoin de te battre en permanence pour être autre chose que ce que tu es à chaque instant. Cela ne te rend pas immobile, cela te rend plus juste dans tes mouvements, plus sobre, plus
plus précis. Spinoza ne cherche pas à te consoler, il cherche à t'éclairer. Et cet éclairage produit parfois un effet paradoxal, une forme de paix qui ne dépend pas des circonstances. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que ton esprit cesse d'exiger d'elle ce qu'elle ne peut pas donner. Si tu es arrivé jusqu'ici, il y a peut-être une chose très simple que tu peux essayer. Ce n'est pas une méthode, ni un exercice à répéter, ni une règle à suivre. C'est plutôt une manière de regarder. La prochaine fois qu'une émotion difficile apparaît, sans chercher à la faire disparaître, sans te juger, prends simplement un instant pour te demander quelle est la cause ou quelles sont les causes qui rendent cette émotion nécessaire ici et maintenant. Ne cherche pas une réponse parfaite, cherche seulement à déplacer ton regard de l'émotion elle-même vers ce qui la produit. Ce léger déplacement, presque imperceptible, est déjà une forme d'action. Spinoza dirait que ce n'est pas encore la liberté complète, mais c'est peut-être l'un de ses commencements les plus silencieux. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.